Avec Podcast Up, écoutez le monde du travail changer, en partenariat avec Duno. Le monde du travail et ses usages sont en pleine évolution. Une évolution qui a été accentuée par la crise sanitaire et le développement du télétravail, par les obligations liées à la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, obligeant celles-ci à plus de parité, plus de développement durable, de numérique et un management beaucoup plus tourné vers l'humain. Pour les managers, justement, c'est une nouvelle gouvernance qu'il s'agit de mettre en place. C'est avec cette idée que Julien Granata et Annabelle Jaouen, tous deux professeurs à Montpellier Business School, formateurs, conférenciers, coachs de dirigeants et managers, tous deux ont dirigé la réalisation de Management Libéré, un ouvrage collectif publié aux éditions Duno, mettant en avant les méthodes de 7 entreprises en matière d'agilité, de performance durable et d'antifragilité. Entrons dans le détail en compagnie de Julien Granata et dans un premier temps, que signifie la notion de management libéré qui donne son titre au livre ? Le management libéré, finalement, c'est pour nous une réponse à une grande interrogation. Lorsqu'on travaille avec nos étudiants, des entreprises que l'on rencontre, et lorsqu'on évoque l'entreprise libérée, on est souvent cette définition de base. Alors, tout d'abord, celle de Tom Peters qui va dire que finalement, la libération, c'est supprimer les lignes hiérarchiques, supprimer les process complexes. Et puis, Isaac Getz qui, dans sa définition, rappelle que les individus sont quand même libres de prendre des décisions sans en référer à un supérieur hiérarchique et qu'il s'agirait plus d'une vision, finalement, que d'une méthode. Nous voulions nous confronter à ça. Nous voulions voir si, finalement, derrière la vision, il n'y avait pas réellement des méthodes et des outils de management pur. Et ce que l'on a voulu montrer à travers cet ouvrage, cette définition, on va dire, du management libéré, c'est que finalement, on voit qu'il y a des choses qui convergent. Il y a bien des outils convergents de libération. Donc, on pourrait même dire qu'il y a quelque part un socle d'outils et de méthodes pour ce qu'on pourrait appeler du management libéré, et qu'il y a évidemment il y a des différences, et que ces différences-là vont faire un peu la spécificité des entreprises qui vont l'adopter. Ça veut dire quoi ? Que le management libéré, en fait, il est parti, je dirais presque tout seul d'exemples particuliers et que la méthode se met en place ensuite a posteriori ? C'est ça qui est intéressant. Les entreprises, elles s'engagent dans une philosophie, dans une vision, et on pourrait se dire que derrière toute vision ou philosophie, il y a des outils, des méthodes implicites. Ou inversement, on pourrait se dire que l'adoption d'une méthode ou d'un outil, derrière, il y a une vision implicite. Et on est allé vérifier ça. Et c'est le cas. Les entreprises, sans se concerter, sans avoir un guide d'outils ou de bonnes pratiques, sans avoir été accompagnées par la même personne, on pourrait se dire, si derrière ça, il y a une personne qui guide, elles font toutes la même chose, finalement, dans des contextes très différents, petites, grandes entreprises, on se rend compte qu'il y a une sorte d'outil socle universel que spontanément, elles vont mettre en œuvre. En quoi est-ce qu'on peut dire que le travail est en train de changer aujourd'hui ? On va dire qu'il y a un changement lié au monde dans lequel on vit et une accélération du fait qu'on le voit avec toutes ces crises, qu'elles soient sanitaires, économiques ou même on vit une guerre en Europe, et tout ça évidemment a une influence sur le comportement des personnes, sur les attentes des individus, sur, on va dire, ce monde en incertitude permanente qui fait qu'on a des nouveaux comportements au travail, des nouvelles attentes. On focalise surtout sur les nouvelles générations, et finalement, on voit qu'il y a un glissement, une influence intergénérationnelle, et que ce que demandent les nouvelles générations, même les personnes comme nous, de générations un peu plus anciennes, finalement, on est en recherche des mêmes choses. Et sans être caricatural, je vais évidemment, parce que c'est un peu à la mode, mais parler du fameux sens, le sens au travail. Pourquoi le sens au travail devient extrêmement important ? Parce que je crois que dans un monde où le sens commun s'effrite, où finalement on est quand même dans un petit peu plus d'individualité que de sens communautaire, ce besoin de retrouver du sens commun quelque part, l'entreprise devient un lieu où peut se reconnecter à un sens commun, se définir un sens commun, alors que dans la société, c'est beaucoup plus difficile. Et derrière le sens, on passe toujours au sens commun. Donc, autour d'une entreprise, on définit le cap, un grand dirigeant qui dit voilà où on va tous aller, et tout le monde suit en disant super, c'est fabuleux, c'est ça la libération. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que finalement, il y a le sens commun évidemment qu'on peut codéfinir au sein d'une structure, mais là-dedans, l'individu doit se retrouver. Qu'est-ce qui fait sens individuellement ? C'est une question complexe. Je crois que le grand écart qu'arrivent à réaliser les entreprises libérées, celles qui vont ou qui fonctionnent durablement, c'est l'idée de codéfinir un sens collectif dans lequel les sens ou le sens individuel
va pouvoir s'actionner. Parce que c'est hyper compliqué de dire demain, on se met tous d'accord, dans cette entreprise-là, le but c'est que les clients soient plus heureux. C'est hyper abstrait, ça peut parler à certains ou ne pas parler du tout. Et finalement, c'est ça. Quels sont les outils managériaux qui vont permettre de définir un sens commun et que les individus s'y retrouvent dedans? Ces notions de crise accélèrent le processus, c'est ça? Ces notions de crise accélèrent deux choses, accélèrent on va dire, des changements de comportement radicaux, avec évidemment que l'usage des outils numériques et digitaux accélère la distance, non pas la proximité, accélère le fait que les personnes en télétravaillant elles travaillent plus, une sorte d'isolement et de frénésie, d'accélération du travail. On va dire les temps collectifs, ils sont usés. Il y en a de moins en moins. Finalement, ils sont écourtés parce qu'il faut aller de plus en plus vite. Et finalement, on se rend compte également que la proximité digitale et les liens sociaux par les réseaux entraînent beaucoup plus finalement d'isolement individuel. Et c'est ça qui s'accélère avec des comportements. Alors, rentrons un peu dans les détails, mais c'est un peu connu ce qu'on appelle le fear of missing out. C'est lorsque on est tout le temps connecté aux différents réseaux pour vaincre la peur de perdre une information capitale. La vie professionnelle et la vie privée qui sont entremêlées, puisque les personnes travaillent un peu le week-end et vont régler des problèmes perso durant le travail, vont être constamment dérangées par des outils numériques, vont faire ce qu'on appelle du multitasking. En réunion, j'écoute mon supérieur, mon ordinateur est ouvert, en même temps je réponds à des textos. Cette frénésie, finalement, empêche de se poser. Et c'est pour ça qu'on peut lier cette question du sens avec des choses très terre-à-terre. Plus on est éparpillé, plus on est dans des formes de ce qu'appelleraient les anglo-saxons des work alcoholics, quand on travaille beaucoup avec beaucoup d'outils, et moins on est connecté avec ce qui est important pour nous, où finalement on fait les choses, mais pourquoi on les fait, c'est pas toujours si évident que ça. On voit aussi des comportements de la part de nos étudiants qui évoluent de très très vite, avec des difficultés à communiquer entre eux, des difficultés à les faire travailler en groupe. Et c'est ce que l'on voit aussi dans les entreprises. Lorsqu'on accompagne des dirigeants, ils nous posent les mêmes questions avec cette difficulté à trouver les bons outils, les bonnes méthodes, le bon tempo pour arriver à faire travailler les personnes ensemble et à refaire du lien social. Dans le livre, un lien est fait entre le management libéré et la philosophie. En quoi ce lien est-il pertinent? L'est-il justement autour de l'idée de libération? Bonne question, elle est difficile. Il est difficile de s'accorder sur une philosophie. D'ailleurs, si vous enfermez 10 philosophes ensemble sur une notion de liberté, même les meilleurs, il se pourrait qu'ils ne soient pas d'accord à la fin, il y a même de fortes chances. Parlons un peu d'Antiquité. Les Romains avaient érigé la liberté comme une valeur fondamentale de la Rome antique. Et pour autant, soyons un peu critiques, c'était quand même un peuple qui pratiquait l'esclavagisme. Derrière la liberté, il y a toujours cette tension entre ma liberté à moi, la liberté des miens et la liberté des autres. Ma liberté, ça devrait s'arrêter à la frontière de la liberté d'autrui. Et c'est hyper complexe à définir tout ça. Donc, ce que l'on peut retrouver derrière toutes les entreprises libérées, je crois, c'est cette envie de concourir vers plus de liberté individuelle, pour qu'il y ait plus de prise d'initiative, soyons clairs, pour qu'il y ait de la prise de risque, pour qu'il y ait de l'épanouissement au travail, tout en préservant une liberté collective. C'est le plus dur, c'est le plus compliqué. Jusqu'où les personnes elles doivent être responsables, jusqu'où elles doivent être libres d'agir, et à quel moment, finalement, doit-il y avoir, on va dire, une concertation collective sur la liberté individuelle. Ce livre, Management libéré, vous dites dans l'introduction qu'il s'adresse aux managers les plus audacieux. Pourquoi parler d'audace, justement, lorsqu'on est manager aujourd'hui? L'aventure d'une libération, c'est comme aller explorer un continent nouveau ou traverser l'Antarctique. On a un but, je voudrais traverser l'Antarctique, mais comment ça va se passer? On n'en sait absolument rien, puisqu'on va on va devoir faire face, comme dans une jungle, à des imprévus, à des incertitudes. Voilà, en gros, on a une machette dans la jungle, et est-ce qu'on va tomber sur un jaguar ou un serpent, ou sur une source d'eau? On ne le sait pas trop. On a une volonté, un cap, mais le chemin, on ne le connaît pas. Donc, si on n'est pas audacieux, ça va être compliqué, parce que si on n'est pas audacieux, on va avoir le réflexe de remplir le sac à dos de tout un tas de choses qui peuvent nous arriver. Donc on va se remplir de certitudes avec d'outils, et forcément on va faire face à un imprévu. On va vouloir affronter l'imprévu avec des outils du passé. On va vouloir allumer un feu avec
avec une machette. Ça va être compliqué. Dans le monde dans lequel on vit, incertitude, crise, le long terme, c'est parfois pour certaines entreprises, le long terme, c'est dans 3 mois. On est déjà dans 3 mois, qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas. Il faut de l'audace. On va dire que le système classique d'un bon expert, pour qu'il progresse, on va lui confier du management et peut-être est totalement à revoir en fait. Le manager est quelqu'un qui peut-être pas le meilleur des experts, mais qui va être audacieux, qui va pouvoir prendre des risques, qui va vouloir expérimenter des choses nouvelles pour affronter des événements qu'il ne connaît pas. Et l'affronter avec joie, finalement, c'est même plus de l'affrontement. Il va falloir tester sur des imprévus et c'est la norme, en fait. C'est même plus une notion de courage. Donc, c'est pour ça que finalement, on insiste sur le caractère audacieux du management et des managers. Et pour cela, pour le montrer, vous êtes appuyé avec Annabelle Jaouenne et les autres auteurs, puisque c'est un ouvrage collectif, pour ce livre sur 7 entreprises, donc pour illustrer ce sujet du management libéré. Pourquoi ces 7 entreprises-là vous ont paru incontournables ? Tout d'abord, c'est intéressant, c'est un parti pris d'avoir plusieurs auteurs, parce que pour ne pas retrouver in fine ce que l'on cherche au début. On a notre propre subjectivité, on a nos propres croyances, notre propre vision, notre propre philosophie, et je vais avoir tendance à regarder le monde avec toujours mes lunettes. Donc, dans cette quête d'essayer de trouver finalement des incontournables, des outils que l'on va retrouver partout, c'était important pour nous d'élargir à des personnes et des co-auteurs qu'on ne connaissait pas directement, finalement. Le premier point pour nous, le plus important. Et ces entreprises, on a évité également de les choisir. On va dire qu'elles sont venues à nous. Pour ma part, j'ai rencontré le dirigeant de S2I lors d'une conférence, une table ronde que l'on a fait ensemble. On a discuté. Il se trouve que ce qu'il faisait dans cette entreprise, ça s'apparentait à de la libération. Je l'ai fait intervenir dans un de mes cours. On est allé plus loin. Le dirigeant de Primum Non Nocere, j'ai rencontré également dans une table ronde que l'on a réalisée ensemble sans se connaître au CJD. Annabelle a rencontré pas mal de co-auteurs en organisant un numéro spécial justement de recherche sur la libération. Donc finalement, on a essayé de ne pas être sélectif. C'est venu un peu, ces entreprises sont venues à nous, ou ces co-auteurs en mode, on va dire, en pop-up, si je peux dire, pour essayer de partir sans parti pris. Et l'idée aussi, c'était, alors, à quelques exceptions près, parce que certaines de ces entreprises sont un petit peu connues, mais ce ne sont pas des cas d'études classiques que l'on retrouve partout. Quand vous tapez sur Internet entreprises libérées, ces entreprises arrivent. Ce sont des entreprises qui sont un peu moins connues, voire pas du tout étudiées, pour avoir un regard neuf, un regard nouveau et d'explorateur et voir qu'est-ce qui s'y passe sans a priori et sans qu'il y ait eu beaucoup d'articles, beaucoup de choses dites sur ces entreprises. Dans le titre du livre, 3 mots, 3 notions importantes sont identifiées. L'agilité, alors c'est très tendance actuellement, on en parle beaucoup. La performance durable, bien sûr. L'antifragilité. Est-ce que ces 3 notions, vous pouvez nous les définir et en quoi elles sont essentielles aujourd'hui dans le management libéré ? Alors, elles ont été intégrées dans le titre après parce qu'on arrivait au constat que aujourd'hui, pour survivre dans ce monde d'incertitude avec toutes ces crises qui vont évidemment croître en fréquence et en intensité, il nous semblait que le chemin de la libération était un très bon chemin parce que les entreprises libérées, en fonction de leur stade et de leur âge, ont toutes des process finalement agiles, sont orientées performance durable, c'est-à-dire que à ne pas s'y tromper évidemment que la performance économique financière c'est très important, c'est le nerf de la guerre, mais elles font très attention à leur impact social, en interne, sociétal, en externe. Il y en a beaucoup finalement qui sont allés vers la libération en partant de la RSE ou d'autres dont la libération les ont fait aller vers de la RSE. Les entreprises agiles sont celles dont l'organisation va leur permettre de se réorganiser ou de s'organiser rapidement pour justement s'adapter aux fluctuations de l'environnement. Et pour ce faire, souvent, elle s'appuie sur des méthodes officielles agiles, comme par exemple du Scrum, ou chez ES2I, on parle de méthode design thinking. Voilà, c'est un état d'esprit également. Bon, la performance durable, on en retrouve beaucoup d'entreprises dans notre bouquin, comme Epsilon, ES2I ou Primum Non Nocere, qui sont soit orientés RSE au démarrage, soit dont la libération les amène à se poser beaucoup plus de questions sur leur impact social et sociétal. Et l'antifragilité, ça on se le garde, ça c'est, on a écrit cet ouvrage, on s'est lancé en pleine crise de la Covid. Une question qui est arrivée, j'ai beaucoup interrogé ES2I, cette entreprise-là, ou d'autres que j'étudie mais qui ne sont pas dans l'ouvrage, face à la crise, ont accéléré leur performance et leur croissance. Et là,
On est sur une notion, pour le coup, une notion philosophique, l'antifragilité. C'est le philosophe Taleb qui l'a conceptualisé. C'est l'idée que certaines organisations ou certains individus se renforcent au contact des crises et, pour aller plus loin, ont besoin des crises pour atteindre leur pleine performance. Et d'ailleurs, en interne, ces entreprises-là ne définissent pas les crises comme des crises. Elles sont en mouvement. Elles sont déjà orientées marché, orientées client, orientées environnement. Et dès qu'il y a des moindres signaux faibles d'un environnement changeant, elles s'adaptent, elles voient tout changement comme une opportunité. Pour le dire simplement, le confinement a fait que S2I a rapidement mis en place en interne des discussions à distance et a mis en place un mode de fonctionnement où a émergé plus d'une vingtaine de projets qui sont aujourd'hui tous actifs pour adapter leur activité au distanciel. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du hasard ou de l'incertitude, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on revient dans un état normal, on va dire, d'activité normale, ces projets-là sont toujours viables et existent. Alors finalement, et pour conclure, quels sont les principaux conseils à retenir pour adopter une posture de management libéré ? L'idée, c'est qu'on peut s'épanouir et qu'on peut aider les individus à s'épanouir au travail. Cette notion de liberté, la façon dont nous on la définit, c'est le bien-être, libérer les énergies et faire en sorte que la motivation s'actionne. Ce qui actionne la motivation et qui rend les gens heureux, c'est l'autonomie, la responsabilité et ce sentiment d'appartenance. Le second conseil que ce livre, et cette histoire qu'il y a derrière ce livre, m'aide à formuler, il n'y a pas derrière une libération le fait de vouloir à la fin, ou pour qu'une libération se passe bien, il faut inévitablement supprimer les lignes hiérarchiques, aplatir strictement la structure et partir de cette vision implicite qui est très critiquée et que les managers ne servent à rien et que si on pouvait les payer pour qu'ils restent en vacances, ils seraient moins nocifs à l'entreprise. C'est peu vrai, un peu vrai et partiellement faux. C'est lorsqu'on est une entreprise en création et qu'on démarre à 10, 15 et qu'il y a cet état d'esprit-là, ça sera toujours plus facile de se dire finalement, il n'y aura pas de ligne hiérarchique. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui se libèrent grâce au manager. Lorsque j'interviens en ce que l'on appelle en entreprise le change management, c'est accompagner les entreprises au changement. On se rend compte que si on ne le fait pas avec les managers, ça ne se passe pas bien. Parce que dans mon service ou dans mon site, dans ma business unit, ma réalité, ce n'est pas un directeur général au siège dans son à 4e étage de sa tour. Ma réalité, moi, c'est ma chef, ma directrice ou mon manager. Et si lui ou elle n'est pas dans un état d'esprit ou n'a pas enclenché un processus de libération, ça ne marchera pas. Donc, il faut s'appuyer sur les managers. Les incontournables, pour les citer, ce que l'on retrouve dans la plupart des cas, c'est cette notion de gérer les tensions. Gérer les tensions entre les personnes, pour qu'elles deviennent rapidement des tensions de process ou des tensions de service, pour se détacher qu'une faute ne vienne pas de quelqu'un, mais vienne de quelque chose qu'on a mal organisé, et donc on va se donner le droit de réorganiser pour faire en sorte que les tensions soient gérées et que ce soit plus fluide. Ce qui marche bien aussi, un second outil, c'est ce que l'on retrouve partout, c'est la définition des rôles et des raisons d'être. Je sers à quoi finalement dans ce projet global ? Pas simplement les rôles, ce que je dois faire, la raison d'être, pourquoi je le fais. C'est bien de le faire au niveau de l'entreprise, mais au niveau des services et des individus. Et là, on en revient à ce que je vous disais au début. C'est remettre du sens individuel dans le sens commun. Quelle est ma raison d'être, moi, dans ce projet ? Ça, on le retrouve dans un bon nombre de cas de libération. Et le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est obsolète. C'est le devoir de prendre des risques. Dans ce monde nouveau dans lequel on vit, fait de totale incertitude, il faut prendre des risques. Il faut se tromper. C'est pas grave ceux qui se trompent 10 fois. Peut-être que la 11e idée sera la bonne, sera celle qui va faire qu'on va performer, progresser, arriver à se rendre heureux collectivement. Pour terminer cette interview et pour faire le lien avec Up, Julien, vous qui êtes à Montpellier, est-ce que vous avez une ou deux bonnes adresses de restaurants à nous conseiller ? Alors, il y en a un que j'aime particulièrement bien, c'est Les Trois Grenouilles à Castelnau, qui est un restaurant japonais traditionnel. Donc, c'est pas un restaurant japonais à sushi classique, mais avec beaucoup plus de plats traditionnels que l'on découvre finalement. Parce qu'on peut être fan de sushi et finalement se rendre compte que
on ne connaît pas bien la cuisine japonaise. Je le recommande vivement. Merci beaucoup, Julien. Je rappelle donc le titre du livre Management libéré aux éditions Duno, un livre que vous avez, qui est un ouvrage collectif dont vous avez dirigé la publication avec Annabelle Jaouen, que vous êtes tous les deux professeurs donc à Montpellier Business School. Merci beaucoup. Merci à vous. Fin de cet épisode de Podcast Up. Retrouvez tous les autres numéros sur les sites de Up et Duno.com, Apple Podcast, SoundCloud, Spotify, Deezer, YouTube et les autres. On se retrouve chaque dernier lundi du mois pour un nouvel invité.